Bonjour à tous, voici la 77e émission Carter et Piston que nous animons directement en direct de Motoburst. On vient d'arriver. D'abord, on va lancer les sujets à partir du salon. On va bien évidemment vous présenter tout un paquet de modèles. Je vous propose de vous retrouver à l'intérieur, mais d'abord le sommaire. Utrecht et ses nouveautés 2025, émission fil rouge à travers les allées de Motoburst, le salon de la moto en Hollande. Essai de la Speedtwin 1200, un roadster pure souche avec un look rétro, mais des performances bien actuelles. Essai de la CF Moto 450 MT, une moto chinoise qui n'en a pas l'air. Surprise au rendez-vous. Suivront les actus du mois avec des infos très variées sur le monde de la moto comme toujours. Enfin, nous terminerons avec les bruits de paddock alors que le MotoGP et le World Superbike ont repris le chemin des circuits pour la première manche 2025. On y est et il y a du monde. En fait, la première journée, on pensait que c'était médias et professionnels et en fait, c'est déjà une journée avec le grand public, donc il y a beaucoup de monde. Alors on est juste à l'entrée, on est face à Triumph, Honda et Kawasaki. On va tous les découvrir au fur et à mesure. Et je vous invite, on va commencer par la gauche pour une fois et on attaque chez Kawa. Au niveau des nouveautés, en fait, on a tout essayé finalement, puisqu'on a fait la Z900, on a fait la Versys 1100 et on a fait la Ninja 1100 SX qui a le même moteur, mais on va aller voir ça de plus près. On est face à un des modèles les plus vendus de la marque, la fameuse Eliminator 500. Bon, c'est de l'humour évidemment, mais elle a le mérite d'exister, c'est pas du tout mon kiff, mais comme vous pouvez le constater, il y a des amateurs. Bon, mais la Versys, on la connaît. Et celle-là, j'ai l'impression qu'elle est en version full option. Oui, c'est bien le cas. Super machine pour voyager. Alors, on est ici sur une des motos que je préfère. Je ne peux pas nier mes amours pour tout ce qui est sportif. Et j'ai roulé plusieurs années en ZX10. C'est une moto dont on parle peu dans le milieu des sportives. Et en fait, elle est tout à fait à jour, il y a juste qu'il y a moins de communication. Alors quand on voit les résultats qu'ils font aujourd'hui en Superbike, c'est le moteur de la Kawa. L'équipe officielle roule bien évidemment avec un châssis bimota, mais les autres roulent bel et bien avec cette machine qui est tout à fait compétitive et qui est hyper performante. Alors, assez classique, regardez bien la hauteur des leviers, j'ai les bras cassés. C'est fou parce que la plupart des motos d'origine sortent avec des leviers qui sont beaucoup trop hauts. Et moi je passe ma vie à les rabaisser parce que normalement il faut avoir le bras comme ceci. Et donc ça veut dire que le levier il est quand même nettement trop haut. Et c'est aussi vrai pour le frein. Mais c'est une machine exceptionnelle. Et je serais curieux de... Ça fait certainement 3-4 ans que je n'ai pas essayé. Et je serais très curieux de la réessayer. J'avais été à Sepang essayer un des modèles et j'avais eu la chance de tomber sur Johnny Rea qui était encore pilote Kawasaki et c'était un très très bon souvenir parce que le circuit est juste magnifique. Et Jonathan Rea, finalement, on était deux dans un petit coin et c'était très sympa de discuter avec lui. Allez, on passe sur autre chose. Voilà, la fameuse H2R. Bon non homologuée, 300 chevaux, j'ai toujours pas essayé et je râle. Ça ne tardera pas. Alors la petite 400, je l'ai aussi essayé, forcément, en Espagne, sur un tout petit circuit à Calafate. On était une dizaine de journalistes et on a ri avec cette moto. Qu'est-ce qu'on a ri? On a surtout ri parce qu'on était tous avec la même. Mais ça marche super bien. Et il y en a certains qui ne croient pas, mais je peux vous assurer qu'en roulant avec, quand on met gaz très très tôt, le traction control, heureusement qu'il est là. Enfin, on a aussi un type de pilotage qui s'est adapté au traction control. On est sur la moto que j'ai donc essayée, c'est la SX, la Ninja 1100 SX. Qui ici est en version Tourer, j'ai l'impression, avec les valises et tout ça. Et ça, c'est la version avec les suspensions All-Eads.
à l'arrière, avec une suspension avec une molette de réglage de la précharge à régler en fonction du chargement et d'un éventuel passager. Machine fantastique pour voyager, de nouveau. Je vais vous montrer un truc que j'adore. Alors, les amateurs de mécanique, tous les gens qui aiment la mécanique, les suspensions, les châssis, venez voir. Bimota Tesi H2 avec le fameux moteur compressé de la gamme H2. Alors regardez, ça c'est assez délirant. Vous avez deux réglages de molette de précharge parce que vous avez deux amortisseurs. Il y a deux amortisseurs à l'arrière. Et en fait, la cinématique de suspension fait que un des deux amortisseurs gère le bras oscillant avant. Et donc vous pouvez tout régler. Alors c'est une machine qui est absolument phénoménale. Je rêve d'essayer cette machine parce que je n'ai jamais essayé ce style de train avant. Et je trouve que depuis bien avant que Kawa reprenne, en fait depuis la première Tesi, j'ai envie de rouler sur cette moto parce que ce train avant est juste incroyable. On va rester un peu dans le délire parce qu'on est là quand même sur une pièce. Alors on est toujours chez Bimota, c'est le modèle Terra, alors moteur commun toujours à la H2. Donc on est à 200, un peu plus de 200 chevaux. Et comme vous le voyez, non seulement il y a un train avant Tesi, enfin je l'appelle comme ça, mais c'est un trail sportif de 200 chevaux, full carbone. Enfin évidemment chez Bimota c'est toujours de la haute couture. Et ici ça se confirme. Alors regardez les pneus, c'est vraiment un trail. Bon avec 200 chevaux, je ne sais pas très bien ce qu'on va faire avec ces pneus là, mais j'espère essayer aussi. Bon, chez Yamaha, il y a beaucoup de bleu comme toujours. Cette année, vous allez avoir sur la MT-07 la possibilité de rajouter le système YAMT, qui est la fameuse boîte robotisée automatique de Yamaha, que j'avais essayé sur la MT-09 qui est juste ici, et qui est juste magique. Alors ici, on est sur la fameuse, la MT-09. Elle est équipée de l'YAMT, donc ça veut dire que vous avez la possibilité de passer les vitesses avec l'index. Donc vous pouvez passer, donc là vous rajoutez des vitesses et avec l'index vous faites comme ceci et vous rétrogradez. Et c'est ça qui est magique, c'est qu'en fait je me suis retrouvé à piloter cette machine en faisant juste passer les vitesses comme ceci, rétrograder comme cela. Plus besoin de s'occuper de l'embrayage, il n'y en a pas. Et pas de levier de vitesse. Donc ça veut dire que vous ne savez plus changer les vitesses, vous devez absolument le faire de manière électronique ici. Alors j'étais parti franchement pas chaud, parce que le concept de plus avoir de poignée et tout ça, je trouvais que ça dénaturait un peu la beauté du pilotage. Et au final, je me suis dit, en fin de journée, je me suis amusé comme un fou avec cette boîte, avec juste l'index. Il y a aussi moyen d'utiliser le pouce, donc vous pouvez choisir. Et ça va être d'une efficacité. Alors la R9 arrive et le changement des vitesses est tellement rapide que en fait ça va remplacer les quick shifters et ça va devenir beaucoup plus rapide que c'est déjà beaucoup plus rapide que les quick shifters et donc étonnamment sportif, et j'ai pris un pied absolu alors que j'étais vraiment parti avec des pieds de plomb. On est de retour sur une moto que je connais bien parce que j'en ai eu une R1, je l'avais achetée en 2016. Alors en fait, au niveau du look, c'est vrai qu'elle a peu changé. Bon, alors on voit qu'il y a de l'aéro. Bon, l'aéro, ça a bien évolué. Mais globalement, c'est une moto qui a un peu gardé son look. Et en fait, Yamaha a fait évoluer en permanence ce modèle. Et donc, tous ceux qui se disent « ouais, la Yamaha, il faut bien se rendre compte qu'il y a eu des grosses avancées ». Moi, j'ai essayé un modèle 2022 alors que j'avais un 2016. Et je peux vous avouer que la différence est quand même assez énorme. Et donc, c'est une moto qui a beaucoup évolué, qui a gardé un peu son look. Je pense qu'elle va être, à mon avis, restylée d'ici peu. Mais ça reste une moto hyper performante. Et si je ne dis pas de bêtises, la seule moto équipée d'un moteur 4 cylindres avec un calage crossplane, et donc ça veut dire que ce n'est pas un 4 cylindres traditionnel et vous avez un comportement moteur digne d'une V4. Bon, alors ici on est sur la R9
alors tout nouveau modèle qui va remplacer la R6 en Mondial Super Sport. Alors ça c'est un peu la grande nouveauté, ça veut dire que cette moto qui fait bel et bien 849 cm3 je pense, eh bien va remplacer la 600 en championnat du monde Super Sport. Et tous les pilotes maintenant s'entraînent sur celle-ci. Et donc je suis assez curieux de voir le début du championnat pour voir où elle en est par rapport à la concurrence. Les super sports se mettent aussi à l'aéro et donc vous avez bel et bien aussi ici le flux aérodynamique qui est étudié pour avoir une meilleure vitesse de pointe et aussi un petit peu d'appui, mais ici c'est vraiment léger. Bon, ben, chez Yamaha, il y a évidemment la R1, vous l'avez vu, il y a la R9, on vient la voir. On descend de gamme, vous avez la R7. Donc ça, c'est aussi une particularité chez Yamaha, c'est qu'ils utilisent exactement le même moteur que le Roadster, à savoir qu'il n'y a pas d'augmentation de puissance ou de variation des spécificités moteurs. On utilise vraiment le moteur de base, à savoir que eh bien, la R9 fait donc 119 chevaux. Ici, on est sur la R7 que vous voyez ici, qui est aux alentours des 70-80, de mémoire je ne les ai pas. Et alors vous avez aussi, bien évidemment, la petite R3 qui est un petit 300 bien volontaire. Et donc pour commencer même la piste ou la route, enfin commencer, c'est quand même une super moto à un tarif quand même très attractif. On continue chez Yamaha, on est face au Tracer, le fameux Tracer 900 GT qui fait un peu débat au niveau de sa face avant. Alors personnellement, moi je dois avouer que ça me plaît. Je ne trouve pas ça choquant, ni laid. Alors en plus vous avez de l'éclairage ici. Alors si c'est du cornering lightning, donc ça veut dire que l'intensité des feux augmente dans les virages pour mieux éclairer l'intérieur du virage quand vous penchez. Et donc ça c'est des petits détails mais qui sont pratiques et sécuritaires. Bon, chez Honda, ici à ma droite, il y a beaucoup de monde. Alors bonne nouvelle, vous avez sans doute remarqué que précédemment il n'y avait pas d'essai Honda sur carter et piston et c'est une affaire qui est réglée, à savoir qu'on a enfin pris contact avec eux et on a un accord de principe et donc on va essayer des Honda cette année et c'est une très bonne nouvelle pour tout le monde. Bon, difficile de ne pas parler de la Goldwing, ça c'est quand même un modèle emblématique de la marque, un salon sur 2 roues et elle a bien évolué au niveau look, ça c'est sûr. Bon là je suis désolé mais ça c'est quand même la moto FCC, c'est donc une moto du championnat du monde d'endurance et c'est un des teams les plus performants qui est toujours dans le top 3, top 5 et machine fantastique. Alors si on regarde bien les détails, c'est vraiment de l'endurance, mais si je commence à vous expliquer, ça va remplacer toute l'émission. Bon, ici on est de retour sur ce qu'on appelle une superbike, donc une 1000 cm3. Alors une fois de plus, une moto qui progresse beaucoup en championnat du monde. C'est une moto qui a beaucoup évolué. Alors en fait Honda a eu des difficultés pendant plusieurs années et ils reviennent avec une moto qui est beaucoup plus aboutie. Et enfin cette CBR 1000 est enfin de nouveau compétitive, même si elle est réputée assez physique et brutale je dirais. Et donc très bonne moto avec des performances de folie, à savoir que c'est un 4 cylindres qui prend, il est traditionnel et non calé, ça veut dire qu'il prend des tours, c'est la folie, c'est un vrai 4 cylindres à l'ancienne. Bon, on arrive un petit peu sur, je dirais, une des motos phares pour Honda cette année, c'est la Hornet 1000 qui est présente, qui est là et qui est, à mes yeux, petite. Donc c'est une moto, l'assise, alors le guidon est un petit peu trop en avant pour moi, mais bon, il suffit de dévisser là et ça se règle. Mais l'ergonomie, c'est une vraie Honda, on est tout de suite à la maison. C'est une moto qui fait un peu plus de 150 chevaux et en fait, c'est largement suffisant. Et je vais, à mon avis, l'essayer d'ici peu. Bon, je vous emmène chez Triumph. Première moto sur laquelle je tombe, c'est la Tiger. La 900 GT Pro qu'on a essayé, qui est disponible sur la chaîne.
ici on a la gamme 660 qui évolue cette année puisque le moteur est passé en Euro 5+, et donc ils ont revu le moteur et ils en ont profité pour faire, je dirais, un facelift, parce que c'est pas un nouveau modèle, mais toute la gamme 660 est revue avec ce nouveau moteur. Enfin, avec ce moteur revu. Bon, ici on est évidemment sur une des stars du salon, à savoir que la moto vient d'être présentée. C'est la fameuse Tiger Sport 800 qui est dans sa livrée jaune, qui est superbe et qui fait aussi partie du programme de Carter et Piston pour les prochains essais dans les 2 mois prochains. Ici on est sur le Speedtwin 900 dont vous retrouvez la vidéo bien évidemment sur Carter et Piston, mais je vous invite à regarder ce qui est à côté. Alors ça c'est une machine que j'aime beaucoup. On est sur le Speedtwin 1200, ici c'est la version RS, et je viens d'essayer la Speedtwin 1200 en version classique normale, et j'en profite d'être face à cette moto pour lancer le sujet. Voici la présentation du Speedtwin 1200 2025. Bonjour à tous et bienvenue pour cet essai. Aujourd'hui nous essayons donc, comme vous le voyez, une Triumph Speedtwin 1200. Alors ici on est face à la version de base, la classique, qui se négocie à partir de 14 825 €. Et donc c'est un prix que je considère tout à fait, je dirais, normal par rapport au package et surtout par rapport à la qualité, et qualité-prix finition. Bon, ben, cette moto, alors je l'ai essayée dans plusieurs conditions. Ici, on est à Namur, on est à côté de la citadelle. D'ailleurs, vous voyez la vue qui est incroyable. Il fait beau, ça c'est génial. Il fait même bon. Et donc, j'ai pu l'essayer un peu dans toutes sortes de conditions. J'ai même fait de la ville. C'est là que j'ai pu remarquer que son seul, enfin, je pense, un de ses seuls petits défauts, c'est les rayons de braquage. Ça, je me suis rendu compte que c'était quand même moins qu'habituel. Rien de vraiment ennuyant, sauf quand on fait des demi-tours et ce genre de choses. Alors évidemment, le cœur de la bête qui est là, eh bien, c'est un 1200 cm3, c'est un bicylindre, il est face route et il a été calé avec un calage particulier à 270 degrés qui est en fait un calage qui lui permet d'avoir un comportement moteur qui est complètement différent du bicylindre en ligne, qui est un moteur relativement fade. D'ailleurs, tous les constructeurs s'y sont mis. Et donc, avec ce calage, ça change le caractère moteur. Et effectivement, cette moto, eh bien, quand on est à son guidon, quand on roule, j'ai vraiment la sensation d'être sur un bicylindre à 90 degrés. Et vous avez effectivement ce caractère moteur du bicylindre à l'ancienne, où c'est tout au couple, dès les très bas régimes. Et c'est juste magnifique, ce moteur. Alors, il ne faut pas chercher la longue, il y en a peu. Mais le couple est omniprésent et vraiment on parle de 113 Nm ici. La première fois que ce moteur est apparu, c'était sur la Truxton 1200 et j'étais parti avec des pieds de plomb essayer cette moto, déjà à cause de la position qui n'était pas si extrême que ça. Ce fameux bicylindre face route, je n'aimais pas cette architecture moteur à l'époque et depuis que ces calages existent, eh bien voilà, et je suis tombé amoureux de ce moteur eh bien, au lancement de la Truxton et il a évolué. Aujourd'hui il est bien évidemment en Euro 5, il a pris quelques chevaux, il est sorti avec à peu près 97 chevaux, aujourd'hui il est à 105 chevaux et donc les sensations moteur sont vraiment bien au rendez-vous et ce moteur est juste génial, je l'adore. Alors cette moto existe effectivement dans une version RS qui est une version plus haut de gamme avec meilleur amortissement puisque l'amortissement ici en Marzocchi eh bien, est totalement non réglable à part la précharge du ressort qui peut être fait mécaniquement ici. Donc traduction, à l'avant, ben, rien à faire et à l'arrière on peut effectivement un petit peu durcir en pré-contrainte et pas en hydraulique pour pouvoir éventuellement accueillir un passager, ce qui doit être tout à fait agréable, une fois de plus vu le ratio et la hauteur de selle et des repose-pieds. Donc voilà, et alors effectivement la RS elle est mieux suspendue, tout est réglable. Je pense qu'elle a un setting un poil plus
plus rigide que celle-ci. Quand les constructeurs font des mises au point avec des suspensions qui sont non réglables, ils favorisent le confort plutôt que le sport. Et je comprends, à savoir que, eh bien, il y a un pourcentage bien plus élevé de gens qui utilisent les motos de manière normale. Et puis bon, il y a ceux qui sont un peu plus sportifs, qui vont un peu plus vite et qui ont envie d'être un petit peu plus incisifs en pilotage. Alors le freinage sur celle-ci, c'est à nouveau du Jijuan, cette fameuse marque filiale de Brembo qui est espagnole. Et donc on retrouve des étriers 4 pistons qui freinent tout à fait correctement, un mètre cylindre radial. C'est vrai qu'on n'a pas le mordant qu'on retrouve sur certaines motos avec des étriers, parce que ça aussi sur la RS vous avez le freinage qui change. Alors je vous rappelle quand même que les gens parlent toujours des freins, il y a quand même un élément principal dans le freinage, c'est les plaquettes. Et donc il suffit de changer des plaquettes et mettre des plaquettes un peu plus tendres et vous avez un freinage tout à fait adapté et plus fort. Donc parfois c'est juste une question de plaquettes. Alors au niveau du look, pour moi c'est un roadster que je vais qualifier néo-rétro, mais pas tellement que ça, parce que, enfin oui il est néo-rétro, mais je trouve que c'est un bon vrai roadster, à l'ancienne certes, mais pas si vieux que ça. Au niveau partie cycle, vous avez sur cette moto, vous avez des tailles de roues qui sont tout à fait classiques en 17, à savoir qu'à l'avant c'est bien évidemment du 120 comme toujours, ou presque, et à l'arrière c'est du 160, donc c'est un pneu qui est relativement fin, sauf que ça participe grandement à la maniabilité de la moto qui est quand même extrême, parce que l'angle de colonne et tout ça fait que cette moto, c'est un roadster, donc le but c'est d'être très maniable, et c'est vraiment le cas, cette moto va un petit peu dans tous les sens, mais comme je le disais tout à l'heure, juste un petit peu les demi-tours avec les butées, c'est un peu plus compliqué, mais c'est juste un petit défaut. Alors au niveau éclairage, c'est évidemment full LED. Tout est évidemment super soigné, on est chez Triomphe, donc le niveau de finition est vraiment terrible, les petites pièces brossées un peu partout, la finition est bien au rendez-vous et ça c'est agréable, donc merci Triomphe pour cette petite attention. Au niveau électronique, écoutez, je dirais qu'on a un package tout à fait cohérent et normal pour ce genre de moto. Vous avez du traction mais c'est on ou off. J'ai essayé d'enlever l'ABS pour faire un petit peu des dérapages, mais j'ai pas réussi. Alors ou bien c'est moi qui n'ai pas assez cherché, mais selon moi il n'y a pas moyen de désactiver l'ABS. Par contre j'ai aussi enlevé un peu le traction control pour bien comprendre le moteur. Et donc ça marche très bien, rien à dire de ce côté-là. Très pratique, sur la gauche du compteur vous avez une prise USB-C, super bien placée, c'est discret. Et donc ça c'est génial parce que c'est tout près du guidon aussi, donc si vous voulez un peu de guidage ou ce genre de choses, alors guidage ou communication avec la moto, puisque bien évidemment aujourd'hui vous avez tous ces packages qui vous permettent de mettre votre téléphone en communication avec votre moto pour écouter la musique et ce genre de choses. Petite chose à signaler, c'est que cette moto n'est pas équipée d'un quick shifter et l'option n'existe pas chez Triomphe, alors qu'il est évidemment monté d'origine sur la RS. Pour revenir à quelques chiffres, eh bien, la selle est à 805 mm, ça c'est plutôt sympa pour les petits, moi j'ai les deux pieds qui touchent et c'est génial. C'est une moto qui pèse quand même 216 kg tout plein fait. Ça c'est important, donc ça veut dire réservoir à fond. Vous avez 14,5 litres d'essence, donc c'est une valeur tout à fait normale, d'autant plus que vu cette utilisation très forte sur le couple, c'est pas une moto qui doit consommer spécialement. Au niveau de la montre pneumatique, on est sur une montre Metzeler, c'est du Sportec M9 RR, donc c'est une montre qu'on va qualifier quand même de sportive. Dans ces conditions ici, oui alors certes un peu de patinage sur les petits pavés dans le coin ici, parce que bien évidemment la route est encore pleine de poussière. D'ailleurs je vous invite tous à faire quand même fort attention sur les routes. On a vu des motards qui dès qu'il y a un peu de soleil, oh c'est chouette, je mets un jeans, je pars, mon traction control il est au minimum. Enfin bref, s'il y a bien un moment de l'année où il faut être bien équipé, c'est en hiver. Et si vous voulez mon avis, le niveau de traction control, quand vous en avez, mettez plus de traction control que vous en avez besoin, plutôt que pas assez. Petit conseil d'hiver. Alors écoutez, je pense être un petit peu au bout de la présentation de cette moto. La seule chose que je peux encore, je dirais dire, c'est évidemment mes sensations. J'ai tout de suite retrouvé ce caractère moteur qui est juste magnifique. Elle monte en wheeling en première et en deuxième, sans le traction control. Mais c'est pas bien, c'est seulement en milieu protégé. Donc j'ai pris beaucoup de plaisir, ce moteur est vraiment canon, on enroule, il y a moyen d'aller vite, on a l'impression de ne pas tirer dedans, mais en fait la vitesse accélère et en fait c'est ce fameux pilotage des bicylindres que beaucoup regrettent, c'est cette espèce de couple omniprésent où on ne va pas chercher la pleine puissance,
en fait on enroule et il y a vraiment moyen de rouler très fort, même si la moto n'est pas faite pour ça évidemment. Voilà, bah écoutez, je pense en avoir assez dit. Je vous remercie pour l'écoute, on se retrouve tout de suite pour un autre sujet. Je vous emmène chez BMW, à BMW où il y a aussi pas mal de nouveautés, donc on va voir. Bon, à noter que la F800 GS est toujours au catalogue, comme vous pouvez le constater, et donc il y a bien la 900 et la 800. Bon, comment ne pas parler de la 1300 Adventure. Bon, mais ça aussi je l'ai essayé, comme vous l'aurez sans doute constaté. Sans doute la moto la plus vendue en Europe. Et donc ça reste une valeur sûre. Et comme je le dis dans la vidéo, eh bien, il n'y a rien à faire. Leur architecture, leur système de suspension avant et le flat twin lui donnent un comportement dynamique qui n'est pas reproductible sans utiliser les mêmes composants. Il y a vraiment du monde. Ici, on est sur la version trail de la F900 GS, donc c'est certainement celle qui aura le plus de succès selon moi. Et donc ça, c'est un modèle qui est très attendu. Et je sais que BMW a vraiment envie de communiquer dessus parce que c'est une belle avancée, un nouveau modèle. Bon, ben ici, nous voici face à un tout nouveau modèle, la R12S, qui est en fait, là on est dans le revival, à savoir qu'ils ont fait la décoration orange mythique de la fameuse R90S, qui quand elle était sortie, c'était vraiment la superbike, c'était la moto la plus rapide de sa catégorie, et c'est une moto qui a vraiment marqué son époque. Et ici on est en fait sur une livrée pour un petit peu rappeler le passé de BMW, le passé sportif BMW. Alors quand on est au guidon, bizarrement chez BMW, on est sur un tableau de bord minimaliste, alors qu'en général on est toujours sur des écrans maxi. Et là en fait c'est un écran minimaliste. Et on peut noter que cette version est avec l'option 719, qui est en fait un des packages qui est possible, enfin c'est une option quoi, où vous avez toutes sortes de finitions, de pièces différentes, et très jolie moto. Bon, ici on est sur un gros bébé, on est sur un 1800 cm3 en bicylindre à plat, et on est vraiment sur, j'ai envie de dire, la partie américaine de BMW, avec cette fameuse R18 qui est disponible en plein de versions. Et je dois avouer que c'est plutôt stylé, j'aime beaucoup. Ça a vraiment de la gueule. Je vais m'asseoir dessus. Alors à mon avis, c'est toujours la bonne nouvelle avec ce genre de bécane. C'est que là, c'est que j'ai même pas les pieds au sol, c'est que j'ai les jambes pliées et les pieds au sol, donc accessible aux plus petits, mais il va quand même falloir composer avec le poids de la bête. Bon, ben voici le scooter équivalent 50 cm3 électrique de chez BMW, le C02, que j'espère essayer cette saison aussi, à savoir que le CE04, donc le plus gros, qui est juste à côté d'ailleurs, enfin juste derrière, eh bien nous l'avons essayé, c'est Alexandre qui l'a essayé, et on avait fait un essai en ville qui était très convaincant. La nouvelle, ça il me semble que c'est la M1000R, donc c'est le Roadster, qui bénéficie effectivement d'exactement les mêmes spécificités moteurs que la S1000RR, mais ils ont revu le phare, et ça c'est la grande nouveauté, et franchement ce phare-ci est nettement plus agréable au regard, en tout cas de mon point de vue. Alors comme vous voyez, l'aéro est assez impressionnant, et je peux même constater que l'angle d'inclinaison des ailettes a été modifié et accentué. Bon, ici c'est le gros kiff de l'année. Pour moi, c'est mon essai préféré 2024, M1000XR. Alors elle a 8 chevaux de moins que la S1000RR, mais le comportement moteur est tellement mieux. Et je me suis amusé avec cette moto. Alors c'est déraisonnable, oui, ça fait 200 chevaux, oui,
C'est une sportive déguisée en trail, mais qu'est-ce que j'ai aimé cette moto. Et on avait aussi fait des tests d'accélération sur la ligne droite du circuit de Métais, et on s'est beaucoup amusé. Moi, si j'avais, j'achèterais. Bon, là je suis sur la Titine, la S1000RR, donc la sportive de base de chez BMW. Ça c'est vraiment un modèle que je connais par cœur parce que je les ai toutes essayées, et j'ai même eu la chance d'essayer les modèles de World Superbike, d'endurance, du TT. On était invité par BMW, et c'est un souvenir incroyable de pouvoir essayer toutes les BMW de course, mais pas encore ce modèle-ci. Donc ça c'est la version de base, et on va aller voir la version M qui a quand même un autre aspect visuel. Bon, ici on est sur le cuir de Michael van der Mark, pilote hollandais bien évidemment, coéquipier de Toprak Razgatlioglu. Il a gagné une course en 2024 sous la pluie, justement pendant l'absence de Toprak, et c'était de très bon augure pour en fait éviter que les autres remontent au championnat. Donc cette victoire a été importante parce qu'elle a permis de limiter l'augmentation de points des rivaux de notre ami Toprak, qu'on avait interviewé à Assen l'année passée. D'ailleurs, Michael van der Mark était aussi dans l'interview, et c'était un chouette moment, type très sympa. Alors ça c'est un bébé que j'adore, je ne l'ai pas essayé encore. C'est donc la M1000RR, donc c'est la version vraiment, c'est la base de la Superbike qui roule en championnat du monde. Et donc c'est une moto qui est avec un aéro de malade. L'aéro a fortement augmenté. La prise au vent est inférieure. Alors les pièces moteurs sont des pièces moteurs qui sont en titane, tout ça. Donc en fait le moteur est plus performant que la version de base. Mais évidemment, qui dit plus performant, dit qu'il faut en fait ouvrir le moteur pour faire l'entretien plus tôt que les autres. Donc ça veut dire pour ce genre de bécane, je crois que ça doit être dans les 10-12 000 km. Et en général, c'est l'entretien de ces bécanes qui coûte cher. Bon, ils ont poussé l'aéro jusqu'à intégrer les entrées d'air pour refroidir les étriers dans le garde-boue. Alors non seulement c'est ultra pratique parce que c'est vrai qu'au-delà de 25-30 degrés en conditions circuit, les freins chauffent à mort, et rajouter un peu de frais sur les étriers n'est jamais une mauvaise idée, surtout sur ce genre de bécane. Bon, pour être tout à fait sincère, la gamme Harley, je la connais pas bien, et j'espère y remédier cette année, à savoir qu'on a rendez-vous avec eux, et j'aimerais pouvoir présenter la gamme Harley en partant du modèle le plus basique, le plus petit, et aller jusqu'au plus gros. Alors aussi la grosse nouveauté, c'est en fait pendant le MotoGP, vous allez avoir des courses de baggers, et donc ça c'est la grosse nouveauté. Harley s'engage en compétition, ils ont des concurrents comme Indian et autres, et donc là il y a un bagger et on va aller le voir. Bon, ça c'est un bagger de course. Alors si vous regardez le châssis en titane, qui est en fait absolument pas un châssis d'origine, c'est des motos qui sont transformées à l'extrême. Il n'y a quasi plus rien d'origine, c'est des blocs qui développent je ne sais pas combien de chevaux, mais beaucoup, bon moins de 200 certes, mais donc en fait tout est fait pour alléger au maximum. Si vous regardez les valises, elles sont en carbone, et donc le but c'est d'en faire une machine la plus légère possible, malgré son côté très imposant. Alors c'est des courses qui sont hyper spectaculaires. Alors une petite note sur le bras oscillant, qui est un bras oscillant taillé masse, expressément pour le modèle, enfin pour cette version course, et donc c'est évidemment pas du tout une pièce d'origine. Et donc je me répète, mais à part le moulin qui même lui est complètement transformé, en fait tout, absolument tout a été revu sur cette machine, et on n'imagine pas le travail. On passe au suivant et on va aller là où c'est tout rouge. On va chez Ducati. Ici on est face au tout nouveau V2. Le V2 le plus léger de l'histoire de Ducati. Alors c'est la cylindrée abaissée, donc on est sur un 890 cm3 alors qu'on était précédemment sur un 955, et donc c'est la grande nouveauté avec une V2 qui est plus légère, enfin des V2 puisqu'il y a plusieurs modèles, mais donc ce moteur est une petite révolution, et en fait je pense que les performances finales seront égales à la précédente malgré la diminution de cylindrée de par l'évolution du châssis et surtout le poids des motos qui est vraiment à la baisse. Bon, ce fameux V2,
Bien évidemment, ils l'ont fait et ils voulaient le mettre dans plusieurs motos. Et on commence par le Street Fighter V2, qui a donc forcément gagné du poids grâce au moteur. Et vous pouvez remarquer qu'ils ont aussi appliqué la recette Panigale en y mettant un bras oscillant double en aluminium qui est très stylé, un peu comme la Panigale. Et bon, ça fait hurler certains, mais en tout cas en termes d'efficacité et de poids, on peut gagner du poids. Et sur cette moto, c'est ce qui a été la principale motivation. Alors ici, on est sur la Panigale V2 qui vient d'être présentée en présentation officielle internationale. Malheureusement, nous n'avons pas pu y participer en raison d'un nombre de journalistes fort réduit pour la présentation. Et je regrette fortement, pas besoin de vous le dire. Alors c'est pas fini puisque à votre droite, il y a encore une V2. Et là, c'est une grosse part du marché, à savoir que c'est la Multistrada V2 avec ce nouveau moteur, qui a donc toujours perdu du poids, mais qui est quand même une moto, je dirais, plus accessible tant en tarif que de performance, parce qu'une Multistrada V4, ça marche quand même très très fort, ça fait 170 chevaux, et donc là on est sur un peu le trail qui va être un petit peu le trail de Monsieur Tout-le-Monde chez Ducati, et moto qu'il me tarde d'essayer. Bon, nous voilà ici avec le Street Fighter V4 qui évolue aussi. Alors de nouveau, l'aéro s'accentue. Bon, sur un roadster, on va dire que c'est pour le look à mon avis, parce que en fait, il faut savoir qu'un seul aileron comme ceci représente à peu près 28 kg de force vers le bas à 300 km/h. Donc forcément, c'est dégressif, mais l'appui, on l'a seulement à partir d'une certaine vitesse. Et selon moi, sur la route, si vous atteignez la vitesse de l'appui, vous n'allez pas garder longtemps votre permis. Bon, ici, on est évidemment sur la fameuse V4S. Nouveau design. Bon, je vous l'avais aussi présenté dans l'émission. Et c'est une moto que je vais retrouver assez rapidement parce que je l'utilise de manière régulière à Francorchamps dans le cadre de la Biker School. Et donc on a un partenariat avec Ducati qui nous fournit des V4S. Et donc toute la saison je vais rouler. En fait, depuis qu'elle est sortie, je donne des cours de pilotage sur cette moto qui est vraiment étonnante. Et alors celle-ci avec sa nouvelle répartition des poids et surtout le fait qu'ils aient revu la rigidité du châssis et du bras oscillant, on a un meilleur feeling avec le train avant et je suis impatient de découvrir ça à Francorchamps. Bon, mais là on est à l'extrême opposé de la V4S, on est toujours chez Ducati, mais là on est sur la fameuse Desert X que j'ai aussi essayé sur l'émission. C'est une moto qui est vraiment développée pour faire de l'off-road. Alors vous avez la Multistrada qui reste une machine qui est un trail GT sportif entre guillemets. Et alors pour vraiment les amateurs d'enduro, de grands espaces, vous avez la Desert X qui est vraiment hyper développée avec une électronique adaptée à l'off-road qui est bluffante. Vous ne rêvez pas, on est bien sur une Ducati. Alors, comme vous le savez ou peut-être pas, en fait Ducati a développé un moteur à 450 cm3. En fait, ils ont vraiment développé une moto de cross. Alors, il y a eu un accord avec Tony Cairoli, plusieurs fois champion du monde motocross, qui a rejoint Ducati pour le développement de cette moto. Et si j'ai bien compris, il ne s'engage pas encore en mondial cette année, mais je crois qu'il rentre dans le championnat des États-Unis avec cette moto pour la tester. Et l'équipe sera composée entre autres de l'ancien directeur de course Ducati du MotoGP, donc ils mettent le paquet sur cette moto, enfin ils vont développer un produit et alors évidemment quand ils sont dans le monocylindre, il est possible que la cylindrée des Moto 3 change, on en parle beaucoup pour le moment. Et donc, est-ce qu'il y a une possibilité de voir Ducati venir avec un monocylindre dans une Moto 3 avec un châssis Ducati? On n'en sait rien. Alors là, c'est moi qui pars un petit peu en live, mais il faut quand même voir loin. Alors on va aller voir chez KTM, et non, KTM n'est pas mort, loin de là. Certes, ici à Utrecht, en fait c'est un dealer hollandais qui présente. Bon, ils sont en train de réorganiser tout le groupe, mais je peux vous assurer que KTM, c'est pas fini du tout. Et donc on va faire un petit tour sur le stand. Ça c'est fun,
ça c'est l'exact compromis entre la 1390 et celle-là, c'est vraiment, voilà, ça c'est une vraie machine à wheeling. Et je me suis vraiment bien marré avec celle-là, donc l'essai est évidemment encore sur YouTube, sur notre chaîne. Alors évidemment, là, il y a un truc que moi, je kiffe, c'est la KTM, la 990 RCR. Alors en fait, cette moto, c'est la nouvelle sportive de la marque, c'est avec le moteur 990 qu'on a vu exactement dans le Roadster qui est juste ici à côté. Ils n'ont absolument pas touché au moteur une fois de plus, donc ça veut dire que les performances moteurs sont précisément les mêmes que sur le Roadster 990. Mais par contre, alors une fois de plus, en fait il y a eu un gros boom avec cette moto qui a été en fait développée par un préparateur allemand, si je ne dis pas de bêtises. Ils en ont vendu beaucoup et en fait cette moto est tellement légère et tellement bien équipée en termes de châssis, enfin celle qui a été vendue par ce préparateur, ils ont décidé d'en faire une version comme vous la voyez là. Donc ça c'est la KTM officielle et je pense avoir compris que le châssis est commun au Roadster et à la sportive, mais par contre tout autour a été revu. Bon alors on est sur du lourd, hein. Bon, les étriers noirs ici, c'est les fameux les High Pure, les tout nouveaux étriers de chez Brembo, sauf que là ils sont dans une finition noire. On a une fourche qui a l'air d'être une fourche selon moi 41 ou 43, mais peut-être plutôt 41. Alors la grande force de cette moto, c'est qu'en fait c'est sa légèreté. Et alors bon, aussi de l'efficacité de son châssis. Alors justement, comme le châssis est commun, si je ne dis pas de bêtises, à l'autre, eh bien en fait je suis impatient de rouler avec parce que j'aimerais savoir si c'est aussi un scalpel que cette fameuse moto qui était préparée et qui est à la base de ce concept et de cette moto qui maintenant est sur le marché. Selon des testeurs et des gens qui ont fait déjà des courses avec ce genre de moto, eh bien, avec des temps très proches des 1000, parce que en fait le châssis est tellement efficace, le moteur aussi, et en fait bon, à part dans les lignes droites où vraiment on laisse parler la puissance pure, mais avec ce genre de machine en virage on est plus rapide qu'avec une 1000 et vu le poids on peut freiner plus tard, plus fort, enfin voilà, en fait on arrive à rattraper le déficit de puissance grâce aux qualités châssis et moteur, et donc c'est une moto qui est pour un pistard hyper intéressante. Alors elle n'a rien à faire, ce moteur reste juste incroyable. Quand on avait fait le comparo avec la précédente et celle-ci, eh bien le moteur, il n'y a rien à faire, le moteur de la 1390, je pensais que ça allait être difficile qu'il puisse faire mieux que la 1290, mais ils ont fait mieux, et l'électronique est plus fine et tout ça, et donc la nouvelle 1390 est vraiment d'une efficacité. Je pense que si je devais acheter un Roadster pour moi, pour la route, je pense que ce serait ça. Eh bien, KTM est aussi forcément, c'est Husqvarna aussi. Et chez Husqvarna, il y a quand même des trucs vraiment intéressants. Alors rien que ce qu'on a sous les yeux ici, alors déjà le délire ici avec la sortie d'échappement, alors c'est typiquement du design à la Kiska, donc le bureau de design qui s'occupe de ces motos du groupe Pirer. Et allez, c'est vraiment original, c'est vraiment un look, il n'y en a qu'une quoi. Et en plus je l'ai essayé et le moteur on le connaît puisque c'est le moteur KTM, et donc la moto est vraiment chouette. Bon alors Husqvarna c'est aussi des super motards, c'est aussi des trails. Alors pour rappel, eh bien, au Dakar nous n'avions qu'un seul Belge et c'était un pilote Husqvarna. Celle-ci c'est la dernière née de chez Husqvarna. Moi je la trouve canon, les coloris, le phare, l'habillage, je trouve ça génial. Alors on aime ou on déteste, mais alors ici dans cette version là, carbone forgé. Alors en fait les étriers qui sont là, alors je me demande, selon moi c'est des M5 de chez Brembo. Mais est-ce que c'est la version, non c'est pas la version taille et masse, c'est la version coulée. Bon alors pas besoin de vous dire que freiner, en fait c'est des étriers qu'on retrouvait en Superbike il n'y a pas si longtemps. Alors là, le collecteur et la ligne d'échappement blanc,
Alors ça, il faut quand même oser. Alors un détail que j'adore, c'est l'accès au réglage de suspension arrière ici, hyper aisé. Alors ça, c'est génial, parce que souvent la détente, on la retrouve tout en bas, il faut se traîner par terre. Alors carbone forgé, roue pleine. Bon, alors à quoi ça sert? Selon moi, à rien, à part donner un look un peu particulier. Bon, alors la ligne blanche, elle ne va pas rester blanche très longtemps, hein, on est bien d'accord. Mais là, on voit quand même que c'est soigné. Moi, je trouve ça très très beau. Et surtout le phare, la face avant est juste géniale. Bon, voilà, ça c'était pour Husqvarna. Et c'est parti pour un petit tour de l'actu en ce mois de février 2025. Et on commence avec MV Agusta qui a confirmé que la société Art of Mobility, entreprise contrôlée par la famille Sardarov, reprendra le contrôle du groupe MV Agusta, marquant officiellement sa séparation du groupe KTM. Cet accord stratégique garantit que MV Agusta ne sera absolument pas impliqué dans le processus de restructuration financière en cours de KTM, ce qui permettra à l'entreprise de poursuivre sa croissance positive. Même si la période traversée par le groupe KTM n'est pas des plus simples, KTM reste fidèle à son ADN Ready to Race et ne compte pas s'arrêter en si bon chemin. KTM a donc relancé officiellement et professionnellement ses propres chaînes de réseaux sociaux sur les réseaux Facebook et Instagram. Les conditions salon Pole Position Deals de janvier ont été un réel succès. Pour faire perdurer cette spirale positive, KTM enchaîne directement avec des offres exclusives allant jusqu'à 2500 € sur un grand nombre de modèles, et ce jusqu'à la fin avril pour les 3 marques. Cette année encore, le Kawasaki Promo Tour sillonnera la Belgique pour vous permettre d'essayer les motos de la gamme, et ce, sans engagement. Avec pas moins de 18 machines différentes, il s'agit du plus grand roadshow moto du pays. Avec 24 concessionnaires officiels Kawasaki répartis à travers tout le pays, il y en a forcément un près de chez vous. Si vous souhaitez découvrir les tout nouveaux modèles 2025 dans une ambiance fun et relax, allez sur kawasakipromotour.be et réservez directement votre essai sans engagement. Royal Enfield, le leader mondial des motos de moyenne cylindrée, en collaboration avec Icon Motorsport, marque reconnue pour ses vêtements de moto et équipements de protection ultra stylés, lancera bientôt une édition limitée de la Shotgun 650 inspirée de l'impressionnante préparation Always Something d'Icon qui fut présentée lors de l'EICMA. L'édition limitée de la Shotgun 650 offrira une expérience de conduite grisante en alliant l'esthétique intemporelle de Royal Enfield et l'esprit rebelle d'Icon Motorsport. Elle deviendra ainsi une référence pour les passionnés en quête de style, de tempérament et de performance. La Belgian Motorcycle Academy met à l'honneur une nouvelle génération de pilotes prometteurs qui représentent l'avenir du sport moto en Belgique. En 2025, ces jeunes talents âgés de 11 à 18 ans, motivés et rigoureusement formés, défendront fièrement les couleurs de l'académie dans des compétitions de renom à travers toute l'Europe. Avait lieu début février l'Enduropal du Touquet. Pour sa 50e édition, c'est Amandine Verstappen, notre compatriote liégeoise, qui s'est imposée dans la catégorie féminine au guidon de sa Yamaha, et ce, pour la 3e fois consécutive. Ducati en a profité pendant le salon du 2 roues à Lyon pour y dévoiler en première mondiale sa nouvelle X-Diavel V4. Celle-ci dispose comme la Diavel V4 classique du bloc V4 Gran Turismo de 1158 cm3 développant 168 chevaux qui seront transmis au sol par sa roue arrière de 240. Deux nouveaux coloris seront proposés, Burning Red et Black Lava. Madonna di Campiglio, la splendide perle au pied des Dolomites, est une fois de plus le cadre de l'événement Campioni in Pista. 3 jours de sport, d'amusement et de partage pour révéler au monde le team Ducati Lenovo 2025. Une équipe avec 2 champions du monde, Francesco Bagnaia et Marc Marquez, qui se préparent à dominer la saison MotoGP et à se battre pour le titre mondial. Une nouvelle saison d'émotion est sur le point de commencer, ne manquez pas la première course prévue le 2 mars en Thaïlande. Voyagez avec votre moto. Voyager avec Bike to Beach. Bon, eh bien, nous sommes devant le stand de Royal Enfield. Et donc là, on est face à aussi une grosse évolution pour une marque parce que ces dernières années, ils sont hyper dynamiques. Ils sortent beaucoup de nouveaux modèles. Alors maintenant, on voit des fourches Showa, on voit pas mal de matériel qui change et qui est un petit peu plus standardisé. Mais alors, nouveau moteur avec le 650, il y a le 350, il y a le 500. Enfin, c'est quand même une marque qui est étonnamment dynamique et dont on parle assez peu. Bon, alors évidemment, faut aimer un peu le style, mais personnellement, j'aime beaucoup. Et alors, les nouveaux moteurs. Les nouveaux moteurs sont vraiment chouettes. Bon, alors encore un modèle phare de chez Royal Enfield. C'est l'Himalayan que Thierry a déjà essayé plusieurs fois. Alors ça, c'est une moto qui a pas mal de succès.
Moi j'aime bien ça. C'est un peu comme un bobber. En fait c'est un bobber. Position décontractée. Alors les commodos chez Royal Enfield sont toujours très particuliers, très propres à eux. Alors ici on a la Beer 650, donc Beer pour ours 650. Bon, on est toujours avec ce fameux moulin. Bah, donc ce moulin est décliné dans plein de modèles et c'est une bonne chose. Alors toi Alex, tu aimes, c'est ça que tu aimes. Ici on est sur la Guerilla 450. Et quoi, t'aimes le look en fait? Bah, une fois de plus, quand j'ai le nez dessus, franchement, la finition, c'est quand même autre chose. Ça a vraiment fort évolué. Bon alors c'est jamais des motos très légères, mais elles ont le mérite d'être agréables à rouler et c'est le principal. Bon, c'est de nouveau la Chine. Hein. Morini a été racheté par les Chinois, bien évidemment. Alors ces bicylindres en ligne, on les voit maintenant, mais partout. C'est vraiment... le bicylindre en ligne, en fait, pourquoi on en voit autant? C'est parce qu'avant qu'ils soient calés différemment, c'était des moteurs fades. Moi j'ai des souvenirs de bicylindres face route, c'était juste vraiment, enfin pas de sensation moteur, vraiment une absence de sensation moteur. Et en fait, depuis qu'ils ont réussi à le caler différemment, on en voit partout. Et pourquoi? Pour une raison simple, c'est une question d'argent. C'est qu'en fait, l'architecture moteur bicylindre face route est vraiment le moteur le moins coûteux à produire. Ceci explique cela. On est toujours chez Morini et alors ça c'est aussi un phénomène en pleine expansion, c'est que les Chinois sont arrivés sur le marché en général avec des cylindrées relativement petites. Alors on a vu sur les autres San que ça grimpe, mais là on est sur un 1200. Un 1200 en bicylindre. Et là je dois avouer que la moto elle est séduisante. Finition de base, ça a l'air plutôt pas mal. L'écran, c'est plus un écran, c'est une TV. Ouais. Bon ben oui, ça a de la gueule. Un échappement SC Project. Alors je sais pas si c'est optionnel ou si c'est de base, mais c'est une très jolie moto. Nous n'étions pas avec EICMA et donc je découvre une marque et je vous la fais partager en live. On est chez Cove. Je pose les yeux à l'instant. Alors ici c'est bien foutu parce que là il y a un allume-cigare, une prise allume-cigare, mais à droite vous avez aussi une prise USB bien intégrée. Mais par contre, quand on tombe sur certains constructeurs chinois qui arrivent eh bien on arrive sur ce que moi j'appelle des problèmes de finition ou des problèmes de plastique. Et ici, bah, clairement je retrouve ce côté commodo plastique vlec, plastique voilà, qui... Alors c'est... À mon avis ça doit... Enfin je veux pas être négatif, hein, je n'ai rien contre la marque, mais voilà, surtout à droite je trouve le rouge du bouton, la qualité de... Voilà, on sent que ça va mal vieillir, voilà. Et c'est pas la même qualité que les autres. Bon, QJ c'est Boom, ça fait partie des deux constructeurs chinois qui montent fort avec CF. Alors il y en a plein d'autres, on ne sait pas tous vous les présenter, mais selon moi, CF et QJ sont vraiment les deux acteurs chinois qui grimpent. Et alors en fait chez QJ, si vous allez sur le site chinois, il y a 40 modèles. Alors il n'en importe qu'une partie ici pour nous, Benelux, mais la quantité de modèles est juste incroyable. Et regardez la taille des écrans. La taille des écrans, il y a un moment je trouve que ça devient trop. Et alors regarde aussi le commodo droit, regarde la couleur des boutons. Et toujours cette espèce d'aspect un peu que j'appelle en belge vlec. SRT 900 en bicylindre face route, bien évidemment, avec bagagerie et tout. Et là on est sur un prix de 8 499 pour la SRT. Ah oui, ça c'est la 600.
c'est la 600 Touring. À droite, on a la 900, on a la 700 au milieu, et on a une 450 qui termine. Ah, 600, pardon. Je m'en sors plus tellement il y a de cylindrée. Alors là, on arrive sur un gros morceau, là. Ici, on est sur la SRK 921 RR. L'échappement est délirant. Alors, malheureusement, beaucoup trop copié sur MV Agusta, sauf que là, il y en a 4. Ça, c'est quand même délirant nouveau. On est sur une chinoise et là, on est sur les M4 ou les Stylema. Ça, c'est du Stylema chez Brembo. Donc, on est vraiment sur la génération juste avant ce qu'on propose aujourd'hui sur la V4S de chez Ducati. Donc, c'est des étriers de feu de Dieu. Et ça, c'est nouveau le moteur 800. Alors, chez eux, les cylindrées, ça va dans tous les sens. Hein. Bon, et pour terminer QJ, ben, on a en fait cette moto. Équipée d'un 600 cm3, donc un V4 de 600 cm3. Là, je dois dire que je suis un peu étonné de développer. Alors, en fait, le V4 est le moteur le plus cher à produire par rapport. Donc, il y a le 4 en ligne. Et un moteur, comme il y a 2 culasses, il y a deux blocs, enfin il y a 2 blocs cylindres, donc c'est assez étonnant de faire un moteur pareil sur une moto pareille. Bon, maintenant je crois que c'est un bon choix en termes de comportement moteur, parce que forcément le V4 doit avoir un agrément de conduite bien différent, mais la cylindrée m'étonne quand même, c'est quand même un gros bébé. Alors par contre, les commodos sur celle-ci, j'ai l'impression qu'on est très proche d'Harley. Enfin, pas l'impression, on est très très proche d'Harley. Par contre, depuis le début, sur celle-là, j'ai une sensation avec la poignée de gaz, j'ai l'impression qu'il y a vraiment... Il y a tout ça de mort. Enfin, c'est un réglage, hein, il suffit de dévisser, mais... Enfin, donc, ils font des motos un peu décalées. Et alors, si je ne dis pas de bêtises, ils ont un 990 cm3 V4 de 200 chevaux qui arrive et ça c'est une grosse avancée, et si elle sort en sportive ça va faire mal. CF Moto, nouvel acteur qui monte et qui fait peur. Bon, alors chez CF évidemment la grande nouveauté c'est le moteur, le fameux 675 et le 450. Mais ici vous avez la 450 en face de vous et juste à gauche la 675 qui a une gueule. Personnellement, j'aime beaucoup. Alors, incroyable, la bassesse, de nouveau. Je me sens très bas et la moto est haute avec les trucs. Mais un 675 3 cylindres, chinois, une gueule enfin pas piquée aux Européens. Clairement, ce 675, ça reste aujourd'hui une cylindrée qui n'existe plus, entre guillemets, puisque Triomphe est passé en 765 et MV Agusta est passé en 800. Alors en finition, en fait, on a de l'aéro. De l'aéro, c'est de l'aéro stylisé, on va dire, parce qu'à mon avis, il n'y a pas vraiment d'efficacité. Alors parfois, ça sert à ressortir l'air chaud. Et en fait, ici, on voit que le moteur, apparemment, ne nécessite pas, à part les grilles ici, mais en tout cas, l'aéro ne va pas chercher de l'air pour faire refroidir le moteur, quoi. Bon, ici, on est face à un roadster. De 800 cm3, 799 précisément. Et donc c'est la fameuse NK800, toujours avec le moteur 675 bien évidemment. Et une fois de plus, pour moi la face avant est vraiment réussie. Bon, toujours chez CF, on a aussi toute la gamme MT, qui est un peu la gamme Trail on va dire, avec plusieurs motorisations, à savoir qu'il y a une 800 que vous voyez ici. Et alors, venez avec moi, la MT 450 avec un bicylindre 450 qui fait 42 chevaux. Et en fait, je viens de l'essayer, elle fait partie de cette émission. Et donc, je vous propose de lancer le sujet CF MT 450 tout de suite.
Bonjour à tous. Eh bien, nous voici pour un essai un peu particulier. Enfin, particulier, ça reste un essai comme les autres, mais on est bel et bien sur la CF Moto 450 MT. Je vais commencer par vous décrire le moteur. Donc, vous avez sans doute vu dans les images, j'ai fait un essai qui a pu se passer. Donc, j'ai été en ville, j'ai fait de l'enduro light, on a fait aussi de la route, bien évidemment. Et donc, j'ai eu la chance de l'essayer un petit peu dans toutes les circonstances et j'en ai appris beaucoup. Bon, ben, le moteur, premièrement, ça c'est quand même le cœur de la bête, bicylindre en ligne de 450 cm3. C'est assez inhabituel, hein, 450 en bicylindre. Alors, c'est un moteur qui développe 42 chevaux pour 440 Nm. Alors, les 42 chevaux, vous les avez aux alentours des 8000 tours. Enfin 8005 pour être exact. Et par contre, le couple est disponible à partir de plus ou moins 6000-6500 tours. Mais selon moi, et vu que j'ai pas mal roulé avec, eh bien en fait, alors certes la puissance, c'est vrai que à ce stade on s'en fout. 42, 48, 47, ça ne change pas grand-chose. C'est une moto qui n'est pas très puissante, mais qui reste très exploitable et le moteur est franchement agréable. Je ne m'attendais pas à ça, à vrai dire. Alors, bon, forcément, on n'est jamais débordé par la puissance, mais en même temps, il y a vraiment des... Allez, je veux dire, quand on met la poignée dans le coin et qu'on passe les rapports, l'air de rien, ça marche bien. Et en fait, en aucune situation, j'ai eu l'impression d'être sur une moto sous-motorisée. Bon, maintenant, évidemment... ce qui est agréable, c'est qu'aussi vous avez la consommation qui va avec, à savoir qu'on est ici sur un réservoir de 17,5 litres. Et c'est une moto qui forcément est économe et qui boit peu. Là, je viens de faire un peu plus de 154 km. Bon, alors pour ceux qui connaissent mon style, ils savent que normalement je consomme. Eh bien, je suis à la moitié du plein. Avec un style plutôt agressif et vraiment essayer la moto, c'est une moto qui a quand même 300 km devant elle. Et c'est à souligner parce que c'est pas tous les jours. Alors c'est bel et bien et forcément un moteur Euro 5+, qui a été développé, qui se retrouve aussi dans d'autres modèles, mais je pense que ce petit 450, on va le revoir prochainement. Et la sonorité de ce moulin est vraiment chouette. Vous l'entendrez, j'ai fait un enregistrement, le bruit est vraiment sympa. Et c'est agréable quand on roule, cette sonorité est vraiment agréable. Alors en tant que, je vais dire, on va parler d'ergonomie. Alors quand je suis monté sur la moto, je vous le fais, hein, voilà, tac, voilà. J'ai les deux pieds à plat, celle qui est à 820 mm mais adaptable jusqu'à 800 mm. Donc en fait, malgré que ça ait l'air d'une grande moto, eh bien l'accessibilité est facile. C'est une moto qui est relativement basse, relativement petite. Elle pèse 175 kg à sec et donc c'est une moto légère. Alors moi évidemment je dois faire des allers-retours, des demi-tours tout le temps. Alors, il y a des motos avec lesquelles c'est la galère, celle-ci c'est un vélo et donc moto très facile aussi à manier à l'arrêt entre guillemets. Ergonomie nickel. Alors comme la moto est fort basse, forcément quand on a les pieds, alors c'est vrai que moi qui ai des petites pattes, vous voyez l'angle, donc je me dis que c'est juste bien pour moi. Je pense que pour les grands, il va sans doute falloir adapter la selle plutôt en 820 mm, je pense. Au niveau de l'ergonomie générale, le guidon, il tombe parfaitement, on est vraiment bien. Enfin, je veux dire, toute la face avant, elle est bien. En fait, il y a une simulation de carbone ici au niveau des plastiques. C'est soigné. Et en fait, c'est vrai que je fais un coq à l'âne, mais on se dit, je suis assis sur une chinoise, mais que reste-t-il d'une chinoise ? Alors certes, effectivement, quelques petits boutons avec une couleur, peut-être un petit peu les petits boutons, je veux dire au niveau des commodos. Alors ça c'était très connu sur les machines chinoises, mais je dois avouer que ça a pas mal évolué. Alors j'en parle parce que il faut bien que j'en parle, mais c'est pas non plus flagrant. Ça veut dire qu'il y a une grosse amélioration et ce n'est pas vlec non plus. Okay. Donc belle finition, quand je regarde, franchement c'est bien foutu, c'est bien fini et c'est agréable à regarder. Alors au niveau électronique, eh bien on est sur une moto que je vais qualifier de simple, même si elle est effectivement équipée du traction control, mais c'est on ou off. Elle est effectivement équipée d'un ABS que vous pouvez en roulant désactiver avec le pouce.
donc ça c'est pas mal pour l'enduro. Pour l'enduro, ben, debout sur la moto, j'étais plutôt vachement bien. Et j'ai trouvé la moto très équilibrée. Ça veut dire que justement dans toutes ces phases où je freine, je fais demi-tour, ceci, cela, bon, je maltraite un peu la moto. Il y a certaines motos qui réagissent. Bon, il y a aussi une question de poids avant, arrière. Eh bien, cette moto m'a paru en tout cas très équilibrée, très facile, très instinctive. Je me répète, mais voilà, équilibré me paraît le mot qui correspond le plus. Bon, pour revenir à l'électronique, on n'a pas de quick shifter. Globalement, ça me paraît normal. Alors, c'est toujours mieux avec, quoique. Voilà, donc une fois de plus pour l'enduro et tout ça, je pense que le quick shifter, c'est pas nécessaire. Ils ont un écran qui est de petite taille, on va dire, par rapport au standard actuel. Mais enfin, si ça continue, on va avoir des télés sur nos motos, donc je crois qu'il va falloir s'arrêter un moment. Cet écran, entre guillemets, est parfaitement positionné en termes de hauteur. Les infos sont claires. Il n'y a pas de mode. Étonnant, mais il n'y a pas de mode. Par contre, vous pouvez effectivement, avec les boutons du commodo gauche, circuler dans le menu, adapter. Il y a pas mal de choses. Vous avez bien évidemment de la connectivité par rapport à votre téléphone. Il y a moyen de gérer la musique. Enfin, il y a toujours un package électronique qui s'accouple avec l'écran et toute la partie électronique. Et donc, je dirais que ça, c'est une moto qui est tout à fait dans les standards. Mais c'est quand même agréable parce que la moto, vous tournez la clé, elle démarre, c'est reparti. Alors c'est vrai qu'à chaque fois qu'elle redémarre, elle se met dans un mode sécuritaire où vous avez le traction, où vous avez l'ABS. Et bon, en 2 clics, eh bien, vous avez supprimé tout ça et vous êtes parti dans les chemins. Alors au niveau du freinage, eh bien, on retrouve des éléments européens, puisque c'est Jijuan, marque espagnole, filiale de Brembo, qui fournit le maître-cylindre avant et aussi la poignée d'embrayage. Alors c'est dans une finition mat assez sympa. Je dirais que le mode de réglage est bien foutu, l'accessibilité est chouette. Moi je dois souvent régler je vais dire l'écartement du levier et ça se fait, j'ai envie de dire, plus facilement que sur souvent. Et donc j'ai bien aimé ces poignées de chez Jijuan. Alors à l'avant, on a un seul disque de 320. Alors comme vous l'aurez peut-être constaté dans la vidéo, en prenant la moto, j'ai eu quelques problèmes de frein parce que j'avais l'impression qu'elle ne freinait pas. Et en fait, c'était tout simplement dû au nettoyage avec tous ces détergents et tout ça. Donc j'ai dû un petit peu re-roder les plaquettes, refreiner un petit peu pour retrouver du mordant et tout est redevenu à la normale. Et j'ai retrouvé un freinage tout à fait correct. Donc c'est un étrier 4 pistons radial de Jijuan. Au niveau du frein arrière, eh bien, c'est toujours Jijuan, sauf que c'est un étrier 2 pistons qui vient pincer un disque de 220 mm. Et une fois de plus, vu le gabarit et vu le poids de la moto, c'est tout à fait convaincant. Et je dirais même que j'ai trouvé que le frein arrière freinait particulièrement bien. L'ABS est aussi bien, il est agréable, il n'est pas trop intrusif. Et donc j'ai trouvé ça très bien. Au niveau du look, justement, moi je la trouve personnellement plutôt réussie. Les coloris changent un peu, c'est vrai que ça fait pas de mal. C'est une moto qui a de l'allure, moi je la trouve très belle à regarder. Globalement, je trouve que le look est vraiment réussi. Encore un point positif, c'est les suspensions. À savoir qu'on est bel et bien sur du Kayaba de 41 mm concernant la fourche, donc ça c'est pas mal. Alors elle est réglable, ça c'est vraiment pas mal. Vous avez 200 mm de débattement à l'avant comme à l'arrière et on est sur des éléments connus de chez Kayaba, donc qui sont très progressifs, qui sont vraiment chouettes et donc très heureux de tomber sur du matos connu et en plus qui donne la possibilité de faire des réglages. Ça, je trouve ça quand même génial, moi qui suis un amateur de réglage. Au niveau des pneus, alors au niveau des roues, oui, bien évidemment, on est sur du 21 et du 18 à l'arrière, ce qui participe à ce comportement équilibré et agréable en enduro et tout ce qui est un petit peu off-road. Donc ça, c'est important. Et alors, les pneus, on est sur du CST Ambro A4. Alors pour moi, c'est une première, j'avais jamais entendu. Que dire à part que... rien à dire en fait.
à savoir que le pneu va très bien. Bon, maintenant, j'ai forcément pas pu, il fait froid, ça glisse, il y a encore des zones où il y a encore du gel à l'ombre, il y a de l'humidité, donc pas besoin de vous dire qu'il a fallu être prudent toute la journée. Ça n'a pas spécialement glissé quand j'étais dans la boue et ce genre de choses, donc convaincant, pneu inconnu, mais rien à dire, tout simplement. Les jantes sont aussi jolies, à savoir qu'on est de nouveau sur ces fameuses jantes à rayons tangentiels, donc ça veut dire que les rayons ici arrivent sur les bords et donc on est bel et bien sur du tubeless. Bon, et bien évidemment, vous avez, elle a clairement toute une grande, sauf le prix, puisque le prix est de 6 999 €, et donc on est bel et bien en dessous de la barre des 7 000 € pour une moto qui est quand même imposante, et bon, il n'y a rien à faire, c'est un tarif qui est évidemment hyper agressif, qui va être très compliqué et qui va forcément inviter pas mal de gens à s'intéresser à ces motos, c'est la raison pour laquelle on est là. Et je dois avouer que le rapport qualité-prix, vu l'augmentation de la qualité des matières utilisées, la fiabilisation, les nouvelles techniques d'usinage de moteurs et tout ça, eh bien, ça devient difficile de trouver des gros défauts et des vilaines choses, ou enfin voilà, c'est vraiment une moto qui se rapproche de plus en plus des standards, enfin, voire elle y est, quoi, pour moi. Et donc voilà, c'est une moto qui m'a fort étonné. Je suis content d'essayer cette gamme CF. Je me dis que dans le marché global, alors c'est malheureux, mais le bonheur des uns fait le malheur des autres. J'imagine bien évidemment que tous les constructeurs traditionnels et anciennement présents doivent un peu flipper quand ils voient tout ce qui arrive de là-bas, à savoir que CF a quand même eu un salon à l'EICMA où personne n'a pu se retenir de se dire que c'était peut-être un des plus beaux stands et une des plus grandes quantités de motos. Donc bonne découverte avec cette marque. Journée vraiment très agréable avec cette moto. Ce 450, même s'il n'est pas très puissant, il m'a vraiment donné du plaisir, c'était gai. Et j'ai pris quand même beaucoup de plaisir avec cette moto. J'aimerais bien la réutiliser, peut-être dans des conditions légèrement plus chaudes, pour pouvoir être un petit peu plus franc de la poignée avec, et peut-être un petit peu l'essayer plus fort. Donc voilà, agréable surprise, un plaisir d'essayer cette moto chinoise, et j'espère en essayer d'autres tout au long de la saison. J'espère que l'hiver s'est bien passé pour vous. J'espère que vous allez pouvoir remonter sur vos motos comme nous. En tout cas, la météo le permet. Donc à très bientôt pour un prochain essai, et d'ici là, gaffe sur la route. Bon, ici je suis en Pamoison, devant une moto que je vous laisse découvrir. On est face à la moto de Aaron Canet, qui a été tout simplement vice-champion du monde l'année passée. Et bien, si vous suivez un petit peu l'actualité belge et la carrière de Barry, eh bien, Fantic Racing, qui est en fait l'ancienne écurie VR46, Barry est occupé au moment où je vous parle. Il est en essai à Jerez pour la dernière journée de Test Moto 2. Et donc il va rouler avec une Kalex. Ceci est une Kalex, ça c'est une 2023. Et donc lui, il a commencé les essais et il roule donc sur une Kalex 2025. Donc cette moto va être taguée avec le fameux numéro 7 de Barry Baltus. Et Barry, déjà avec les 2 jours d'essai, a terminé 2e des essais. Et donc il est vraiment au rendez-vous, il est chaud, il a un coéquipier exceptionnel qui en plus est sympa. Et il a une moto et une équipe exceptionnelle, et donc forcément on en attend beaucoup. Terminer 2e des essais à Jerez, c'est juste magique. Alors il reste encore aujourd'hui, et donc il faudra regarder les réseaux, mais
voilà, on est ici sur Fantic. Alors comme vous pouvez le constater derrière moi, chez Fantic, il n'y a quasiment que des motos d'enduro, Et donc ici, ils sont vraiment sur un projet Moto 2 avec un châssis Kalex et bien évidemment avec le moteur Triumph 765. Bon là, je reste un peu sans voix. Même si je vois qu'en fait ce n'est pas la vraie moto de Johan, parce que là on est sur une RCV qui a quelques années on est sur une moto GP. Alors c'est la moto de Johan Zarco, enfin en tout cas une réplique. Alors j'apprécie énormément Johan Zarco, d'abord pour son talent et aussi pour sa sympathie. Parce que je l'avais rencontré, c'est vraiment un type sympa. D'ailleurs, c'est lui qui coach un petit peu notre ami Barry cette année. Et c'est une belle association, on dirait, vu les résultats. Bon, alors, vite fait, on est devant une MotoGP. Je vais vous montrer un truc. Bon, alors, quoi de spécial? Évidemment, il y a de l'aéro. Bon, l'aéro, super important en MotoGP. Alors, deuxième chose, frein carbone. Alors ça, c'est une folie. Ça freine. Alors tous les pilotes de Moto 2, quand ils montent sur une MotoGP, ne sont pas étonnés de la puissance de la moto, mais sont étonnés de la puissance du freinage de la moto. Bon, alors évidemment, ça doit tourner avec une température qui est bien plus élevée que l'aluminium, raison pour laquelle, avant, quand il pleuvait, les pilotes MotoGP mettaient encore des disques acier. Donc là, maintenant, on garde le carbone. Bon, c'est Brembo qui a développé tout ça. Bon alors, une fois de plus, comme je m'y connais un peu, c'est là que je dis que ça, c'est des étriers Brembo qui ont certainement 4-5 ans. Alors, spécificité aussi, c'est les jantes qui sont en magnésium. Donc, c'est les jantes les plus légères possibles. Le carbone n'est jamais sur les jantes. Alors, est-ce que c'est le règlement ou pas? Bon, alors pour la petite info, j'ai quand même vu 2-3 motos avec des jantes carbone cassées. Personnellement, ça ne me motive pas trop. Mais bon, ça, c'est un autre sujet. Alors au niveau du freinage, on continue. Alors si vous voulez, ceci c'est un PR19. Alors tout le monde sait un PR19 de chez Brembo ce que c'est. Mais ça c'est un PR19 taillé masse. Donc on part d'un bloc d'aluminium, il est usiné et donc pas du tout moulé comme les autres. Et donc aujourd'hui les puissances de freinage sur les MotoGP sont juste complètement dingues. Alors, évidemment, comme c'est des prototypes, rien n'est repris sur une machine classique. Bon, alors vous avez évidemment l'embrayage ici, qui est un embrayage à sec. Et donc, les départs en MotoGP sont évidemment extrêmement importants pour être dans le bon groupe dès le bon moment. Et donc, ça, c'est associé au système de launch control électronique. Et donc, ils bossent beaucoup sur les embrayages parce que les embrayages au démarrage d'une MotoGP, ça déguste un maximum, ça s'use et en fait, ils doivent tout le temps remplacer les disques. Donc ça, c'est aussi assez particulier. Bon, alors, Krapovic fait la ligne complète. Évidemment. Alors en all-ins, ce qui est assez fou parce qu'on parle des suspensions. Bon, ici on est sur des suspensions. Alors il faut savoir que les suspensions all-ins qu'on utilise en MotoGP sont des suspensions en fait qu'il n'y a pas moyen d'acheter. On est sur du tellement haut de gamme qui nécessite tellement d'entretien et de mise au point qu'en fait c'est du matériel qu'on ne peut pas acquérir, qui appartient à all-ins et qui est mis sur ces MotoGP. Alors au niveau de l'amortisseur, en fait les amortisseurs de course et de MotoGP ont vraiment un aspect complètement différent par rapport à l'All-ins, le fameux TTX que tout le monde connaît. Et donc ici c'est un amortisseur, alors est-ce que c'est le cas, qui est carrément en fait avec pression d'air. En fait tu peux, en fonction du poids du pilote, tu règles la précharge, mais avec une pompe spéciale, et donc ce n'est pas mécanique. Alors pour la petite blague, ici vous avez un petit cache. Alors ce petit cache en fait il protège le capteur, qui est en fait le capteur qui gère le traction control. Et si vous vous rappelez bien, il y a quelques années, Dani Pedrosa et Marquez se sont touchés dans un virage à Aragon. Et en fait, la pièce là n'était pas protégée, ou du moins mal protégée. Et en fait, au contact, eh bien en fait, le capteur s'est retiré.
Et donc le virage d'après, Pedrosa a remis gaz et instantanément il a fait high side parce qu'il n'avait plus de traction control. Donc ce genre de petite pièce et de protection est super importante. Vous pouvez le constater ici, en fait on est sur une version très peu évoluée de l'aéro par rapport à ce qui se fait aujourd'hui. Et donc ici on est dans une version minimaliste, aujourd'hui l'aéro est complètement différent. Par contre il y a un truc qui est vraiment une spécialité Honda qu'ils ont fait avant tout le monde. Et en fait c'est un capteur de couple. En fait c'est une pièce tout à fait spécifique qui est boulonnée de A à Z, c'est bourré de capteurs et en fait c'est grâce à ça qu'ils peuvent gérer et avoir l'acquisition de données par rapport au couple et à la puissance maximale qui sort en pignon de sortie de boîte en fait. Et donc ça c'est une pièce assez intéressante. Alors c'est assez comique parce que ces motos sont équipées de la boîte seamless, donc c'est une boîte qui passe les rapports sans qu'il y ait le moindre à-coup. C'est pour vraiment gagner en efficacité et pour les virages où on est sur l'angle, quand vous mettez une vitesse, ça ne fait pas bouger le châssis. Mais néanmoins, on retrouve quand même un élément qui est très ressemblant à un quick shifter. Alors ça en est un bien évidemment, mais c'est couplé à une boîte seamless qui permet d'avoir vraiment encore plus de performance. Bon, et bien, depuis cette RCV Honda MotoGP, eh bien, il est l'heure de vous parler de nos fameux bruits de paddock. Et c'est parti pour les bruits de paddock. Bonjour à tous, c'est l'heure des bruits de paddock. Alors comme vous pouvez le constater aujourd'hui, je fais ça seul et je vous invite dans mon petit nid, l'endroit où je regarde toutes les courses de tous les championnats. Donc je passe un certain temps dans ce canapé et j'imagine que beaucoup d'entre vous en font de même. Donc on va commencer par la catégorie Moto 3. Bon alors on est à la veille des premiers essais. Ce week-end a lieu le premier GP, donc une certaine excitation évidente. Alors en Moto 3, eh bien en fait, qu'est-ce qu'on peut constater? Je n'ai pas trouvé les temps combinés, donc à chaque fois j'ai pris la dernière séance complète où tout le monde a roulé. À savoir que par exemple en Moto 2, eh bien certains n'ont pas roulé les 2 dernières sessions du 3e jour, comme Barry Baltus et son coéquipier Aaron Canet. On en reparle juste après. Donc en Moto 3, j'ai Rueda, Carpe, Fernandez, Munoz, Ogden, alors c'est un anglais, vous avez Almanza et vous avez Pini et puis Lunetta pour terminer le top 8. Alors j'irai pas plus loin, c'est pas nécessaire et je vais être tout à fait cash avec vous, là-dedans j'en connais moins de la moitié. Il y en a qui débarquent, alors j'imagine qu'il y en a beaucoup qui montent eh bien, des championnats inférieurs, donc c'est les championnats d'accès au championnat du monde, donc c'est le championnat d'Europe qui est en fait devenu le Moto GP Junior, à savoir que toutes les équipes représentées en Moto 3 sont toutes représentées en championnat d'Espagne qui est devenu le championnat d'Europe et donc apparemment il y a un paquet de petits jeunes qui montent. Malheureusement on peut constater que les 4 premiers qui montent et qui ont fait les meilleurs temps, c'est des Espagnols et puis on a un Anglais, on a encore un Espagnol et puis 2 Italiens, donc la majorité des pilotes restent encore et toujours espagnol et italien et ça c'est dommage. Bon alors le meilleur temps a été fait par Rueda qui lui est un client. Alors Carpe, je dois avouer que je ne le connais pas. Fernandez connu, Munoz connu, Ogden je ne le connais pas, Almanza non et Pini non plus. Et Lunetta non plus, donc voilà. Alors en fait tout l'intérêt de regarder le Moto 3 c'est de justement voir ces talents émergents, donc moi je regarde toujours, pas pour le résultat mais surtout en termes de vision d'avenir, c'est important de regarder le Moto 3. Alors on va passer au Moto 2. Alors en Moto 2, que dire à part que Big Smile évidemment, à savoir que les résultats des 3 jours de test à Jerez se sont excellemment bien passés pour notre ami Barry Baltus, qui est donc rentré dans son fameux team Fantic, ex-VR46, donc ça c'est quand même bien de le préciser. Donc Aaron Canet était, donc son coéquipier, était vice-champion du monde l'année passée. Barry a fait des très bons résultats de début de saison passée et puis bon ça a été un peu plus compliqué mais bon voilà, on sait pourquoi. D'ailleurs regardez l'interview que j'ai fait avec lui et vous comprendrez mieux ce qui s'est passé et vous comprendrez surtout mieux ce qui se passe, à savoir que Barry n'a pas décollé de la 2e à la 3e place durant les 3 jours. Il a même parfois terminé devant Aaron Canet.
Et donc ça, c'est vraiment de très bon augure pour nous les Belges, à savoir qu'on va regarder le Moto2 et je pense que ça va être pas mal parce que Barry, je ne pense pas que Barry ait fait un coup d'éclat aux essais et que ça s'écroule en course. Je pense qu'il a pris la mesure de cette nouvelle bécane, sa Kalex 2025. Il faut savoir qu'il roulait avec une Kalex 2023 l'année passée, donc il fait un big step qui se ressent directement dans les résultats. Alors son équipe est effectivement exceptionnellement professionnelle. Et donc, c'est tout ce qui justifie cela, à savoir que le talent, il est là. Bon, ben voilà, parfois, on met quelques années à un petit peu galérer. Ça fait partie de la vie d'un pilote. C'est comme ça qu'on grandit. Et donc, voilà, ne pas regarder derrière, regarder devant, mais prendre les leçons du passé. Alors, au niveau du classement, il y a Canet. Alors, j'ai nouveau pris, ça c'est la FP2, je pense, ou la FP1. Du dernier jour, à savoir qu'après ils ont arrêté de rouler pour la simple et bonne raison que leur programme était fait. Ça veut dire qu'ils sont arrivés au bout de leur programme en développement, ils ont toutes les datas nécessaires et ils se sont arrêtés, ils n'ont pas fait les 2 dernières sessions parce qu'elles n'étaient pas nécessaires. Les sessions, c'est les pneus, c'est de l'essence, mais c'est surtout le risque de chute et on en reparle juste après, mais chuter en début de saison, c'est pas une bonne idée. Donc Canet, Baltus, Honshu, alors le petit Denis Honshu, il était en Moto 3 il y a 2 ans, il a fait une année d'apprentissage et le petit Honshu va être clairement un client parce que ça c'est aussi une pépite et moi je le suis depuis qu'il est comme ça, avec son frère qui est comme ça, enfin ça c'est une autre, voilà, et son frère jumeau j'insiste. Donc après il y a Morera, Van den Goorberg, Huertas, qui est champion du monde en titre World Supersport. Donc en fait, ici, on voit que Huertas est 6e, il change de championnat, il change de pneus, il change de moto, il change tout, et il vient en Moto 2. C'est assez rare. En général, c'est souvent les Moto 2 qui descendent en Supersport. Eh bien, lui est monté. Alors une fois de plus, à mon avis, ils ont analysé tous les datas et tout ça, et donc Huertas est bien au rendez-vous et je pense que ça va être un pilote qui va monter tout au long de la saison parce que alors l'année passée il a gagné le championnat du monde Super Sport haut la main avec une grosse avance, donc ça c'est pas mal. Alors on termine par Gonzalez et Guevara et vous avez l'ordre je vais dire de cette fameuse SP. Bon alors autant cumuler, on est quelque chose, c'est proche de là, c'est pas, voilà. Alors on va passer en MotoGP. Alors, en MotoGP, que dire? Première chose, catastrophe, mais catastrophe pour notre ami Martin, qui se casse la gueule après 3 tours, je pense, le premier jour, à Sepang, lors des derniers essais. Rater les 3 premiers jours, c'est déjà compliqué. Alors, après, il y a eu les essais en Thaïlande, il n'était toujours pas là. Et il y a quelques jours, il s'est fracturé de nouveau la main gauche. Alors je ne sais pas si c'était de nouveau, mais il s'est fracturé la main gauche, avec fractures multiples, y compris au niveau du poignet. Bon, alors heureusement c'est le gauche, mais de toute façon c'est pas bon du tout. Donc il va rater aussi le GP de Thaïlande, et ça malheureusement pour un pilote champion du monde, arrivé sans entraînement, sans mise au point, sans data, et arrivé à la 2e course, selon moi, son championnat est déjà cuit. Bon, je n'ai pas l'impression, bon maintenant c'est un grand champion, beaucoup de talent, on ne lui souhaite pas, je ne lui souhaite pas ça, mais ça va être compliqué quand même. Mais Bezzecchi, qui a justement, alors là je l'ai à l'écran, en fait une fois de plus, ça c'est la dernière FP où ils ont tous roulé, et bien Bezzecchi est premier, avec Johan Mir derrière, Bagnaia 3e, Marquez 4e, Quartararo 5e, Vinales 6e, Miller 7e et 8e Raúl Fernandez. Alors qu'est-ce qu'on peut retenir de ça? Alors une fois de plus, autant combiné, je pense que c'est les 2 pilotes Ducati qui sont au top du top, avec Marc Marquez qui a vraiment fait le meilleur temps. Je pense que Bagnaia est un type très intelligent, en plus d'être très classe, je vais dire au niveau de son comportement, mais aussi au niveau de verbalement. Donc c'est quelqu'un que j'admire beaucoup et quand même 2 fois champion du monde, donc voilà. Je pense que ça va être moins évident. Alors oui, Marquez, selon moi, va avoir la niaque et la hargne qu'il a toujours, et de l'autre côté, on va avoir quelqu'un de très réfléchi, avec beaucoup d'expérience sur la moto, avec aussi une envie de vaincre, une grosse possibilité de gérer. Marc va tout donner. Bon, j'ai envie de dire à ce stade, malheureusement, je crois que c'est un petit peu tout le monde pense que Marc Marquez risque
bel et bien de gagner son 9e sacre et à égalité avec Valentino Rossi. Et donc, voilà. En MotoGP, que dire encore? Bonne nouvelle aussi, c'est que les Yamaha remontent, les Honda remontent. Ça, c'est vraiment bien parce qu'ils remontent vraiment cette fois-ci. Il y a vraiment des améliorations et on n'est pas encore sur les versions abouties. Ça veut dire que c'est seulement demain aux essais qu'on pourra voir les motos dans leur config finale de course. Et je pense que Bagnaia, pendant ses essais, a principalement essayé de ne pas se blesser et principalement essayé de travailler sur son rythme de course pour ne pas déployer toutes ses cartes d'un coup. Je crois que quand on est 2 fois champion du monde, faire le meilleur tour n'avait pas vraiment d'importance, même si ça en avait pour Marc qui lui doit prouver qu'il est là. Et donc je suis vraiment curieux de voir la course de dimanche parce que ça va être la guerre. Alors Bezzecchi, pilote Aprilia, il a quand même terminé premier de cette séance. Donc ça veut dire que l'Aprilia est bien née. Ils ont mis le paquet cet hiver pour pouvoir donner une moto compétitive à Martin. Ça veut dire que Martin, il va devoir monter sur une moto qui va être développée avec des datas qu'ils auront pris sur les 3 autres motos. Mais c'est vrai que voir Bezzecchi faire des temps pareils, eh bien, ça fait du bien et ça annonce de belles choses pour Aprilia. Alors KTM n'est pas mort et vous le savez maintenant aujourd'hui suite aux annonces qui sont parues partout cette semaine sur les réseaux. Bon, moi je l'ai toujours su, mais ça c'est encore autre chose. Et donc KTM revient, KTM a des bonnes bases. Je pense que KTM peut clairement faire encore quelque chose. Et ça, c'est pas mal du tout. Donc en fait, il faut se rappeler qu'il y a les règlements, et on va encore en reparler en Superbike, les règlements a changé. Il faut savoir que les Japonais ont des possibilités de test bien supérieures. Ils peuvent amener des évolutions que les autres ne peuvent pas évoluer. Ducati doit limiter au maximum parce qu'ils sont leaders, donc eux, ils ont le niveau d'essai est minimal, alors que les Japonais en ont beaucoup plus. Et donc ça donne l'occasion aux Japonais de revenir fort et ça fait du bien parce que j'adore Quartararo. Ça c'est les pilotes numéro 1 aussi, mais beaucoup de gens sous-estiment Marini qui fait un travail dans l'ombre qui est superbe, type très malin et je suis curieux de voir aussi cette saison pour voir aussi ces gars-là performer, même si tous les autres pilotes Yamaha et Honda vont pousser et c'est tout ce qu'on souhaite. Alors on va passer au Superbike. Alors comme vous le savez sans doute, le Superbike a commencé. Le Superbike, la première course a eu lieu à Phillip Island en Australie. Alors ils ont eu des essais une semaine avant. Alors que dire en finalité? Alors première chose, le règlement technique World Superbike a changé à nouveau et je vous promets que c'est pas fini parce que les Superbikes, si les MotoGP passent en 850 cm3, ça veut dire que elles iront normalement moins vite, ça me paraît logique, et puis c'est surtout le but recherché. Et donc ça voudra dire que les Superbikes vont rouler plus vite que les MotoGP, et là on va avoir un gros problème, raison pour laquelle le règlement Superbike va changer, parce que aujourd'hui les Superbikes, les World Superbikes sont des machines qui sont à la limite du prototype. Et donc ces motos sont trop évoluées, il y a trop de modifications par rapport à des modèles d'origine avec lesquels on roule. Et donc je pense que ces motos vont devoir être aussi moins performantes et on va se rapprocher d'un règlement qui sera plus super stock. Ça veut dire avec une quantité limitée de possibilités pour améliorer la moto. Et je pense que c'est bon pour le spectacle et c'est bon de manière générale pour le Superbike. Alors, au niveau de la... en fait, il y a eu un gros... il y a eu un gros boom avec l'annonce que Toprak, qui s'est blessé, et qui s'est reblessé avant la course pendant les essais, et qui a fait des courses un peu bof, mais enfin bof, on en reparle. Alors, le règlement a changé et, par exemple, en fait, BMW avait des super concessions parce qu'ils n'avaient jamais gagné. Et donc, ils avaient ces super concessions qui, comme en GP, leur donnent d'essayer plus, d'introduire des pièces beaucoup plus souvent sur la moto. Et ils avaient rectifié leur châssis. Et c'est avec ce châssis rectifié qu'en fait, notre ami Toprak a gagné le championnat l'année passée. Et cette année, en fait, eh bien, tous les constructeurs ont dit non. Maintenant, ils perdent leur concession puisqu'ils gagnent le championnat. Et donc, ils doivent revenir à une version de châssis qui n'est pas avec des super concessions. Et donc, ils ont dû remettre un bras oscillant. Alors, je vous en parle parce que je l'ai entendu, c'est à confirmer, ça m'a paru bizarre. Apparemment, le cadre de la M1000RR
d'origine serait plus rigide que la version que Toprak utilisait l'année passée. Et cette rigidité supplémentaire cette année lui pose beaucoup de problèmes pour plein de raisons, pour l'usure des pneus, pour le feeling de la moto. Et Toprak est en difficulté depuis qu'on lui a mis ce châssis. Et donc on va voir si BMW arrive à un petit peu remonter la pente. Bon, alors Toprak a quand même terminé deuxième de la première course, c'était très rassurant. Et malheureusement, si je ne dis pas de bêtises, il n'a pas terminé. Alors il a terminé, alors c'est en Super Pole Race, je pense qu'il a fait une erreur ou qu'il est tombé. Et en Race 2, il a fait un résultat plutôt bof. Alors, grand gagnant en Superbike, c'est Ducati avec surtout Boulega. Alors Boulega, il était déjà très fort l'année passée en arrivant, alors qu'il venait d'être titré en Moto 2. En World Supersport, et donc il revient encore plus fort, et apparemment Ducati avec ses nouveaux règlements a tiré son épingle du jeu, et j'ai l'impression que à ce jour Ducati est la moto la plus équilibrée, la plus puissante aussi. Boulega a fait le triplé, c'est assez impressionnant, mais derrière lui à chaque fois il y avait Bautista, il y a eu Redding s'est bien exprimé sur Ducati, vous avez Yannon qui a fait parfois le deuxième temps, voilà, donc il y a beaucoup de Ducati à l'avant. Alors les Kawa, alors grosse nouveauté, les nouveaux châssis Bimota pour l'équipe officielle Kawasaki, alors avec un package qui a l'air vraiment bien, ils sont aux alentours des 10. Mais ce n'est que la première course, et donc il y a plein de choses qui doivent encore évoluer. Et ce fameux châssis tubulaire boulonné à des parties usinées va leur permettre plus facilement que les autres de modifier éventuellement la rigidité du châssis en changeant tout simplement l'épaisseur des tubes latéraux. Et donc je pense qu'ils ont un package qui est vraiment sympa. Alors ils roulent avec un 4 cylindres en ligne traditionnel non calé. Donc il n'y a pas de calage particulier comme sur la R1, voilà. Et la R1, en fait, pourquoi elle manque de puissance? C'est parce qu'elle est calée, parce qu'il faut savoir que ces calages sont énergivores, et donc quand on a un moteur calé, on favorise le comportement moteur et l'exploitabilité, mais malheureusement on perd quelques chevaux dans l'opération, et c'est la raison pour laquelle tous les pilotes Yamaha se plaignent de manque de vitesse de pointe, entre autres. Si vous avez regardé la course, vous avez constaté que tous les pilotes Ducati roulent avec des Ducati avec un monobras. Soit, ils roulent tous avec la version 2024 de la Panigale, à savoir que la Panigale V4S qui est sortie est un 1100 cm3 et non homologué en course. Donc c'est la raison pour laquelle ces motos ne sont pas présentes. Et comme Ducati n'a pas encore présenté son modèle R, donc la V4R, qui est la base pour l'homologation Superbike, en fait cette moto n'est pas présente, et en fait que ce soit en Supersport ou en Superbike, ils roulent tous avec un monobras. Je pense personnellement que l'évolution de la Panigale V2 actuelle, la toute nouvelle qui vient de sortir, qui est moins puissante, qui fait 120 chevaux, au même titre que la R9 quand elle sort de boîte, au même titre que pas mal de modèles. Est-ce qu'elle va faire son apparition durant le championnat? Je n'en sais rien. La Panigale V2 n'est pas homologuée non plus encore, ils n'ont pas eu le temps puisqu'elle vient de sortir, et donc ils n'ont pas eu le temps de l'homologuer pour que ce soit les Superbikes. Donc je me demande dans quelle mesure ils ne vont pas faire toute la saison avec les motos 2024, et on verrait seulement l'année prochaine voir les nouveaux modèles arriver. Alors, toujours pour revenir au Supersport, alors Manzi a gagné la première course sur une Yamaha R9. Ça veut dire que la première sortie de la R9 en course fait de cette machine une machine gagnante, puisqu'elle remplace la fameuse R6, qui est une référence absolue. Et donc, la R9 a gagné d'ores et déjà, et ça, c'est une super nouvelle pour Yamaha. Alors, Manzi a gagné la première, vous avez Bouthamos
sur Triumph qui a gagné la deuxième, donc on a aussi 2 marques vainqueurs avec Triumph, et Triumph c'est assez rare, il n'y en a pas beaucoup non plus. Il roule donc avec un 765 3 cylindres, le même qu'en Moto 2 finalement, sauf qu'il est différent techniquement. Et on a vu pas mal de marques, il y a MV qui est venu se battre, il y a plein de gens qui sont venus se battre avec toutes sortes de marques, et ce championnat du monde super sport est juste génial à regarder. Moi je vous conseille de jeter un œil si vous avez du temps, parce que on voit de grosses évolutions et les bagarres sont juste magnifiques. Voilà, écoutez, je pense avoir tout dit au niveau des bruits de paddock. Je vous remercie pour l'écoute, j'espère que tout ceci vous a intéressé. Forcément, je vous invite à regarder les courses, enfin de toute façon j'aurai l'occasion de les recommander dans les prochains bruits de paddock. Il est l'heure de se quitter puisque cette émission est finie, donc je n'ai plus qu'à vous dire à bientôt. D'ici là, on a quelques tests, vous allez voir que l'évolution de l'émission va encore changer, vous allez voir, il y a encore des modifications qui arrivent, on fait tout pour rendre qualitative l'émission, et voilà, on se retrouve très bientôt, gaffe sur la route, et à très bientôt.